Allez, chers amis, mangeurs de livres, un autre pour la route. Comme le dernier podcast que j'ai fait, c'était sur un livre de vulgarisation trop vulgaire et, et trop vulgarisé. Et ben, j'ai décidé de faire un podcast sur ce qui pourrait être le pendant du dernier livre, un bon livre de vulgarisation historique, parce que c'était l'histoire, le dernier. Et j'ai fait un bond dans le temps. Le livre dont j'ai parlé la dernière fois, il était de 2024. Là, je vais vous parler d'un bouquin qui est sorti en 2015, si je ne m'abuse, ou en 2010. Laissez-moi regarder vite fait. En 2010. Pouah, ça passe trop vite le temps. 2010, ça fait 15 ans. Et ce livre, c'est un livre d'un journaliste qui s'appelle François Reinhardt, qui s'appelle Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises. L'histoire de France sans les clichés. Alors à l'époque, moi je l'ai lu quand il était sorti, parce que j'étais déjà un féru d'histoire, j'avais un peu moins de connaissances qu'aujourd'hui, et c'est vrai que l'histoire de France, même à l'école, et pourtant, comme je le dis, je suis un passionné d'histoire, j'ai même été prof d'histoire parfois, euh, dans mes aventures professionnelles, donc je veux dire, j'aime l'histoire. Mais l'histoire de France m'a toujours gonflé, enfin je veux dire, dès qu'on passe le stade euh, de mérovingien, on va dire. Après, la liste des rois de France, les différentes dynasties françaises, la guerre de 100 ans, et puis après tout le reste. Enfin, je sais pas. C'est comme pour l'Angleterre. Dès qu'on passe les Pictes, les Romains, les Saxons, les Vikings, et après qu'on rentre dans les dynasties des Rois anglais, ça me gonfle. Je sais pas pourquoi. C'est toujours. Je sais pas, c'est une période, et c'est peut-être un mauvais souvenir d'école, on en a trop fait avec les Capétiens, les Bourbons, les Louis XIV, le Roi Soleil, tout ça, ça m'a toujours rendu ouf. Enfin bref, c'est un aparté. Et donc, quand ce livre est sorti, juste le titre, Nos ancêtres les Gaulois et autres Vadaises, ça m'a attiré. Et je me suis dit, bon, allons-y, ça fait longtemps que je ne me suis pas plongé dans l'histoire de France. Et en fait, comme son nom l'indique, ce livre, c'est justement pour se débarrasser des scories de l'histoire de France et d'apporter un angle neuf, frais, avec les dernières recherches, enfin à l'époque en tout cas, et de dépoussiérer un peu l'histoire de France et surtout de mettre fin aux mythes, des trucs qui n'ont jamais existé, quoi. Et j'y reviendrai après, juste pour vous dire qu'en fait, ce livre à l'époque a eu un succès assez important. Ce qui a poussé ce journaliste, bon, qui avait déjà écrit des romans, enfin des livres, mais c'était plus des romans. euh, je crois qu'il a participé aussi à un moment donné. Je sais qu'il a travaillé au Nouvel Obs et qu'après il a participé à certaines émissions avec Stéphane Bern, je crois, quelque chose comme ça. Et après, c'était plus un peu soit des essais sociétaux, soit des romans, soit des mélanges des deux, mais c'était pas encore vraiment de la vulgarisation historique. En fait, ce qui, euh, la direction qu'il a pris après, c'est grâce à ce livre. Ça a tellement bien marché que tout de suite après, enfin tout de suite après, 2-3 ans après, il a sorti L'Orient mystérieux et autres fadaises, qui a été ensuite euh, changé. Ils ont changé le titre en fait, mais c'est le même bouquin. Ils l'ont appelé La grande histoire du monde arabe d'Alexandre le Grand à l'islamisme radical, parce qu'ensuite après, il a fait La grande histoire du monde. C'est toujours chez Fayard. Et pareil, moi j'avais lu ensuite L'Orient mystérieux et autres fadaises et La grande histoire du monde, et j'ai toujours trouvé justement que, à la différence là du livre là, de la dernière fois, la Rome, là, l'Empire infini, là, c'était de la vraie vulgarisation pour quelqu'un qui avait pas trop de connaissances en histoire, que ce soit l'histoire de France, l'histoire du monde arabe là après, ou l'histoire du monde après en général, et qui voulait se mettre le pied à l'étrier en fait, d'une manière fluide. Et bien sûr, ça va pas être aussi précis qu'un vrai livre d'histoire, parce qu'il balaye large. Là, l'histoire de France, bah, on va dire c'est un peu plus de 2000 ans, parce que c'est des Gaulois jusqu'au monde, l'époque moderne, enfin contemporaine quoi. Euh, L'histoire du monde arabe là, et autres fadaises, l'Orient mystérieux et autres fadaises, bah, c'est pareil, hein, c'est depuis, je crois que c'est même depuis avant l'avènement de l'islam, hein, c'est depuis vraiment les débuts du Proche-Orient, genre Sumer et compagnie, jusqu'à l'époque contemporaine. La grande histoire du monde, bah voilà, c'est du début jusqu'à aujourd'hui.
Ah non, la grande histoire du monde arabe, parce que j'ai la liste là, des bouquins dans le livre, alors je regarde en même temps. Ah oui, le premier titre c'était d'Alexandre le Grand à l'islamisme radical. Ouais, bah, Alexandre le Grand, c'est quand même 300 ans avant Jésus-Christ. Et même après, il a fait Voyage en Europe, de Charlemagne à nos jours. Il a fait la grande histoire des nouveaux mondes, ça c'était bien, parce que c'était les grandes découvertes, que ce soit l'Amérique, l'Océanie, c'était intéressant. Euh, J'allais dire, même pour moi, parce que je veux dire, avec le temps, moi j'avais continué à lire des livres d'historiens, entre guillemets, mais à chaque fois qu'il sortait un de ces livres de vulgarisation, je, je l'achetais pour voir justement s'il avait toujours du niveau, et si moi aussi j'avais du niveau. Et malgré tout, je trouvais toujours deux, trois trucs que j'avais pas lu ailleurs. Euh, Là, il n'y a pas très longtemps, il avait écrit La grande histoire de la Russie, de son empire et de ses ennemis. Celui-là, je l'ai pas lu. Et apparemment, il a dû écrire aussi en 2024 La tragique et fascinante histoire d'une terre promise. Donc ça doit être sur Israël et la Palestine. Mais en tout cas, moi, je vais vous parler de l'Orient mystérieux et autres fadaises. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, à l'époque, ça m'a redonné goût à l'histoire de France et ça m'a bien plu. Alors, nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, bah, comme son nom l'indique, hein, ça commence par l'époque des Gaulois. Alors, bien sûr, comme c'est un livre qui, comme je vous le dis, démystifie et démythifie des grandes dates de l'histoire de France ou des grands moments de l'histoire de France, je vais pas vous spoiler tout. Spoiler, ouais, parce que souvent j'arrive pas à le dire, spoiler. Mais pareil, je vais vous parler de quelques-uns. Alors, d'abord, il nous parle des Gaulois. Et le sous-titre, c'est. Parce qu'il y a plusieurs parties. Première partie, la France d'avant la France. Deuxième partie, la France monarchique. Troisième partie, la France depuis la Révolution. Et donc, ça s'arrête de 1945 à nos jours. C'est pas mal. Donc, les Gaulois, des ancêtres très récents. Alors, comme je vous l'ai souvent dit, même là moi, les Gaulois, en particulier les Celtes en général, ça a toujours été une de mes marottes. J'ai toujours adoré justement l'histoire de ces peuples noyés dans l'ombre de l'histoire. Et la première chose qu'il dit justement, c'est ça. Il dit bah, qui étaient les premiers Français, les Gaulois. Mais si vous demandiez aux Gaulois comment ils s'appelaient, ils vous auraient jamais dit les Gaulois. Déjà. C'est vrai. Pour la plupart des gens, les Gaulois étaient persuadés d'être des Gaulois. Mais les Gaulois, c'est César qui les a appelés les Gaulois. Sinon, eux, déjà, ils avaient le nom de toutes leurs tribus. C'était il y avait j'allais dire une fédération, même pas, parce qu'il y avait des tribus alliées, des tribus ennemies. Moi, en fait, j'ai toujours comparé les Celtes aux Berbères en Afrique du Nord. Parce que c'est un peu le même genre de fonctionnement. Ils n'ont jamais réussi à se fédérer ou à s'unir pour devenir un véritable empire ou un véritable royaume étendu, mais ils partageaient quasiment la même langue, les mêmes croyances. C'était un peuple qui était là depuis assez longtemps. Il y en a plein qui pensent que ils sont parce que c'est des Indo-Européens. Alors j'en ai souvent parlé dans d'autres podcasts. Euh, il y a une vague migratoire enfin il y en a eu plusieurs, mais la plupart des peuples qui se sont fixés en Europe, ce sont ce qu'on appelle des peuples indo-européens, ce qui viennent des steppes eurasiatiques. D'ailleurs, il y a même pas un mois ou deux, on a finalement eu une vraie preuve de l'existence de cette première culture indo-européenne, parce que comme je le dis souvent, ce concept d'indo-européanisme, ça date du moment où les Anglais ont commencé à coloniser l'Inde et où des linguistes anglais, mais d'abord allemands, se sont rendus compte que le sanskrit avait beaucoup de points communs avec l'allemand, l'anglais et les langues européennes en général. Donc ils ont mis au point cette théorie déjà d'une langue indo-européenne. Ça aurait été une langue mère, puisqu'il y avait des locuteurs d'une langue indo-européenne, et il y a bien eu un ou des peuples indo-européens. Alors pendant longtemps, c'était comme je vous dis, c'était une théorie linguistique, mais on a essayé de voir s'il n'y avait pas des peuples derrière ça. Et le problème, comme je dis souvent, c'est que
donc pendant tout ce moment entre, on va dire, la fin du 19e et l'avènement au pouvoir d'Hitler en Allemagne, ça n'a pas posé trop de problèmes parce que les Indo-Européens, on les appelait aussi les Aryens. Parce que dans la langue justement indo-européenne, Arya, ça voulait dire aussi, alors soit le roi, soit le, le chef, soit parfois même le prêtre ou le, le chef religieux. En tout cas, c'était un nom prestigieux et on les appelait les Aryens. Donc ça posait pas de problème jusqu'au moment où Hitler s'est accaparé ce, ce nom d'Aryen pour justement faire sa théorie des Aryens et de la race supérieure. Et le problème aussi, c'était en Allemagne, on disait pas indo-européen, on disait indo-german. Donc il y a eu des relents après de nazisme, d'antisémitisme, enfin des trucs qui sentent pas bon, quoi, avec tout ce concept d'indo-européen. Et il n'empêche qu'il y a plein d'historiens et de linguistes qui ont continué à travailler là-dessus. Et on a prouvé que, en tout cas pour ce qui est des langues, euh, toutes les langues européennes qu'on parle aujourd'hui nous sont des langues indo-européennes, sauf le basque. Euh, le, le basque c'est un cas à part, hein. Euh, le finlandais et le bulgare qui sont des langues finno-ougriennes. Et j'ai appris récemment aussi, je crois que le hongrois aussi, parce que comme ça a été aussi un moment colonisé par les Magyars qui venaient du même endroit. Je crois que aussi c'est une langue finno-ougrienne. Mais sinon tout le reste, c'est des langues indo-européennes. Alors, on a dit aussi qu'il y avait des peuples indo-européens. Euh, Par exemple, ceux qui ont déferlé en Grèce, ceux qui ont donné les Mycéniens, par exemple. Donc en Europe de l'Ouest, c'est les Celtes qui sont venus à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Alors il y a deux époques importantes pour les Celtes. Il y a ce qu'on appelle la civilisation de Hallstatt. C'est un site archéologique qu'on a trouvé en Autriche, et donc plus proche du Danube. Et ensuite la civilisation de l'Athènes, c'est dans la Suisse actuelle. Donc c'est une expansion qui vient des steppes proches de la mer Noire, et c'est des peuples qui sont venus. Alors bien sûr, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé d'autres peuples, ils ont trouvé les Ibères, ils ont trouvé les Ligures, ils ont trouvé... Mais en gros, ils ont colonisé l'Europe de l'Ouest. Et donc, où j'en étais, oui, par rapport à... Parce que pendant longtemps, donc après, par exemple, il y a Jean-Paul Demoule, qui est un historien, un archéologue célèbre en France, et reconnu, qui a écrit un livre qui s'appelait Mais où sont donc passés les Indo-Européens. Il a même fait des conférences, il disait qu'en fait, ça voulait rien dire, ça n'existait pas. À côté de ça, bon, il y avait d'autres auteurs qui maintenaient leur théorie, mais là, on est sûr qu'il y a une civilisation, on a trouvé des artefacts archéologiques, et surtout maintenant, grâce à l'archéogénétique, euh, on a pu prélever de l'ADN dans des tombes, sur des squelettes, et on a appelé ça la civilisation Yamnaya ou Yamna, ça dépend. Il y en a qui disent Yamna, il y en a qui disent Yamnaya. Et on pense donc que le foyer originel est entre la... Alors certains disent au niveau de la mer Noire, d'autres disent au niveau du Caucase. Et alors selon certains, ils sont partis du Caucase vers la mer Noire, d'autres de la mer Noire vers le Caucase, et ensuite ont essaimé. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, pour en venir même aux langues, par exemple le sanskrit, donc c'est indo-européen, l'iranien c'est indo-européen, euh, le grec c'est indo-européen, et jusqu'à l'Angleterre, l'Irlande, l'espagnol, etc., c'est indo-européen. Donc il y a eu plusieurs vagues en réalité. Ça n'a pas été en une fois, et donc ils ont pris plusieurs directions. On sait par exemple que le plateau iranien a été très tôt colonisé par des Indo-Européens, qui sont arrivés ensuite dans la vallée de l'Indus, et qui ils se sont mêlés aux populations ensuite qu'on appelle dravidiennes, c'est-à-dire les Indiens, pour faire simple, les Indiens bronzés, quoi, les Indiens qui ont les cheveux raides et la peau mate, alors que les Indo-Européens, c'est pour ça aussi qu'Hitler en parlait, étaient plutôt des blancs, quoi, des caucasiens comme on dit aujourd'hui. Donc en fait, cette civilisation Yamnaya, là, on a des artefacts, surtout des céramiques, et on a maintenant un génome qui prouve que il y a eu plein de publications, et justement, là, dernièrement même, il y a une archéologue française et une généticienne qui en ont parlé à France Culture. Donc maintenant, c'est un fait, ça a existé, cette proto-civilisation européenne, on va dire.
Tout ça pour en revenir aux Celtes. Et donc les Celtes, pourquoi on les appelle les Celtes? Parce que euh, les premières traces qu'on a euh, d'une population celte, parce que comme vous le savez, euh, les Gaulois, entre guillemets, n'écrivaient pas. Ils avaient une culture orale, il y avait les druides. Alors les druides, selon les historiens, il y en a qui disent qu'ils savaient tout de même écrire, ou qu'en tout cas, comme ils ont été très tôt en contact avec la culture grecque, ils savaient écrire grec, et que leurs textes sacrés, entre eux, ils les écrivaient, mais ils étaient contre la propagation de l'écriture. Pour eux, c'était le modèle, c'était la propagation orale, et c'était un peu aussi comme c'était des druides, comme les religions à mystère, quoi. C'était un savoir qui devait être transmis juste de maître à disciple, et pas à l'ensemble de la population. Donc on n'a pas d'écrit de Celtes. Par contre, avec Hérodote par exemple, et avec, j'oublie toujours son nom, là, le mec d'Halicarnasse, là en fait le premier qui a voyagé à l'intérieur des terres celtes, et bien sûr les Phocéens qui sont arrivés, qui ont fondé Marseille, et qui ont fait du commerce avec les tribus celtes qui étaient aux alentours de Marseille. Bref, ils les appelaient Keltoi, les Grecs. Donc Keltoi, ça a donné Celte. Et pour en revenir donc au moment gaulois, là, auquel François Renard fait référence au tout début, donc eux, ils se considéraient pas comme des Gaulois. Ils se considéraient comme des Arvernes, par exemple, la tribu de Vercingétorix, comme des Bituriges, comme des Celtes, comme des Atrébates, comme... enfin, il y en avait des dizaines des tribus celtes, mais ils partageaient une même culture. C'est pour ça que je les compare souvent aux Berbères. Une même culture, une même religion, euh, les mêmes institutions politiques. Alors, ils ont eu des étapes aussi. On sait qu'à une époque, par exemple, il y a eu un grand roi de tous les Celtes. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'ils étaient foncièrement rebelles aussi. À chaque fois qu'il y avait un pouvoir, ils voulaient installer un contre-pouvoir. C'est pour ça que ça, il y avait des problèmes pour les diriger. Euh, D'ailleurs, le père de Vercingétorix, il avait été tué parce qu'il avait voulu redevenir le roi de tous les, euh, on va dire, de tous les Gaulois. Ouais. Et c'est pour ça qu'aussi il y a eu des différences et des étapes dans leur histoire. À un moment donné, on a l'impression que les villes disparaissent, et il y a l'essor des principautés rurales, des espèces de villages un peu fortifiés avec une espèce d'aristocratie, mais une volonté réelle de ne pas créer des villes. Par contre, un peu avant l'invasion romaine, il y a ce qu'on appelle les oppidums. Alors, un oppidum, alors je sais plus si au pluriel on dit oppida et au singulier oppidum ou l'inverse. En tout cas, c'est des forteresses gauloises qui sont devenues célèbres et en fait qui étaient des villes. Donc ils étaient revenus après un moment à une certaine urbanisation. Et une dernière chose, par exemple les druides, justement, c'était surtout les druides en fait qui, au-delà des chefs de village ou de tribus, avaient le pouvoir, parce que c'est eux qui déterminaient aussi qui allait prendre le pouvoir, à quel moment on faisait la guerre, c'est eux qui communiquaient avec les dieux, et c'était des pythagoriciens. Très tôt, en fait, ils ont eu des contacts avec les Grecs, parce que, à la différence de ce qu'on croit souvent, euh, avant que les Italiens donc conquièrent la Gaule, ben, en fait, les Gaulois ont conquis Rome avec le fameux Brennus, les oies du Capitole, etc. Euh, euh, Vae Victis, là, malheur au vaincu, là, quand il a fallu donner une rançon pour libérer Rome, à la fin il a rajouté son glaive dans la balance pour qu'il paye plus cher. Et ça avait été un traumatisme tel pour les Romains que chaque année ils ont célébré ce, ce sac de Rome pour que ça se reproduise jamais. Mais ils ont été par exemple, ils ont refait le chemin inverse, ils ont été jusqu'à Delphes, ils ont saccagé la Grèce. Quand ils ont vu les dieux, les statues des dieux grecs, ils ont demandé ce que c'était. Les Grecs leur ont répondu que c'était la représentation des dieux. Ils ont rigolé, ils ont éclaté de rire. Comment ça? On peut pas représenter des dieux, ça veut rien dire. Les dieux, c'est pas des humains. Donc ils avaient déjà une espèce de vision religieuse qui est totalement différente des peuples de l'époque, plus comme du monothéisme presque, où on ne peut pas représenter euh, Dieu, parce qu'il est ineffable et on sait pas à quoi il ressemble. Et,
Ils ont même été jusqu'en Turquie. Les fameux Galates, par exemple, c'est une tribu gauloise qui s'est établie en Turquie et qui, même après la fin, pas gauloise, pardon, vous voyez, celte, et qui, même après l'époque celte traditionnelle, l'époque romaine, en fait, est restée longtemps en Turquie et qui a jamais réussi à être réellement vaincu. À chaque fois qu'il y avait un nouvel empire qui prenait la région, il devait composer avec eux, mais il les soumettait jamais vraiment. Tout ça pour dire que donc ces Celtes, ces Indo-Européens qui étaient arrivés en Europe à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ, c'était eux qui faisaient une vraie mosaïque de peuples, on va dire de la Méditerranée jusqu'à l'Écosse. Et le Rhin était une espèce de frontière naturelle. Alors selon certains historiens, on dit aussi que, par exemple, ce qui a donné les Romains, par exemple les Italiotes, c'était une branche en fait du rameau celte qui, quand ils sont arrivés au-dessus des Alpes, à peu près, certains ont bifurqué vers le sud et sont devenus les Italiotes, d'autres ont continué tout droit. Les Germains, pareil, il y avait le fameux Hubert, un très grand historien du début du siècle sur les Celtes et les Germains, qui disait que peut-être en réalité les Germains c'était peut-être aussi une espèce de rameau perdu des, des Celtes, mais bon, ça c'est la plupart ne sont pas d'accord avec ça. En tout cas, il donnait souvent l'image que les Celtes ont été pour les Germains ce que les Grecs ont été pour les Romains. Une espèce de civilisation, de peuple un peu plus évolué et qui faisait un peu de l'ombre aux Germains et que les Germains voulaient imiter. En tout cas, c'était parce que ils ont vécu à peu près au même moment, les Germains et les Celtes. Par exemple, il y a l'énigme des Cimbres. Les Cimbres, il y a eu, je sais pas, à peu près 100 ans avant notre ère, une tribu qui s'appelait les Cimbres. Alors on les a appelés des Celto-Germains parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. En fait, qu'on déferlait du nord de l'Europe jusqu'en Espagne. Et un peu comme les Alains après et les Vandales là, quand ils sont passés, en fait ils ont déferlé, ils ont tout brûlé, et jusqu'en Espagne. Et après, je sais pas, c'est devenu des celto-ibères peut-être. Parce qu'après, à un moment, même en Espagne, il y avait des tribus celtes qui se sont mélangées aux ibères. C'est tout ce qu'on appelait des celto-ibères. Ou même les Teutons. Alors les Teutons maintenant, on dit tout de suite c'est des Germains, mais pendant longtemps on savait pas. Les Romains aussi s'en rappelaient des Teutons, ils avaient déferlé un moment sur la péninsule. Tout ça pour vous dire que les Gaulois ne savaient pas qu'ils étaient Gaulois. Jusqu'au moment où euh, euh, César les nomme Gaulois. Alors bien sûr, avant que César n'arrive, ils avaient déjà appelé Gaule cisalpine, le côté justement, le Piémont, le nord de l'Italie, Gaule cisalpine, parce que depuis justement l'attaque des Gaulois, l'invasion des Gaulois sur l'Italie, en fait ils s'étaient établis, ils avaient colonisé le nord de l'Italie parce qu'il y avait une pression démographique telle qu'il fallait qu'ils trouvent une échappatoire. Ensuite, quand ils ont conquis au début le sud de ce qu'on aura ensuite appelé la Gaule, c'est bien sûr la Gaule transalpine, ou ce qui est devenu aussi la Narbonnaise après. Donc à ce moment-là déjà, ils ont appelé ça la Gaule. Alors pareil, il y a plein de raisons pour lesquelles il y en a qui disent que c'est un jeu de mots avec en latin pour dire Gallicus, là, enfin je sais plus, le coq là. C'est pour ça que l'emblème de la France c'est le coq. Mais les tribus celtes ne se sont jamais appelés gaulois, en tout cas jusqu'à pas tant, enfin pas jusqu'à ce que les Romains les appellent comme des Gaulois. Donc le premier chapitre de Reynard, alors j'ai fait une longue digression, mais en tout cas le premier chapitre de Reynard c'est sur ça, sur le fait que c'était une culture à part, c'était une civilisation celtique, et si on leur avait laissé le temps, ils seraient peut-être devenus, ils seraient peut-être arrivés au stade de la fédération, de la confédération, peut-être qu'ils auraient eu un empire euh, ouest européen. Parce que par exemple maintenant on se rend compte que, parce que pendant longtemps on pensait que c'était des barbares, parce que justement il n'y avait pas trop d'écrits laissés par eux, comme je vous ai, pourquoi, comme je vous l'ai expliqué. Et l'architecture, c'était pas l'architecture, l'archéologie finalement, elle n'avait pas trouvé tant que ça. Et justement, notre ami Jean-Paul Demoule, ça a été le premier directeur de l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche préventive. Vous savez, maintenant, depuis les années 80, il y a une loi qui dit que dès qu'on doit construire une autoroute ou un parking ou réhabiliter une cathédrale, enfin bref, on doit laisser le temps aux archéologues de fouiller. Et surtout, en plus, si on trouve quelque chose.
Et donc avec ça, on a trouvé plein de nouveaux artefacts gaulois. Et par exemple, on s'est rendu compte qu'ils avaient inventé euh, la moissonneuse-batteuse, un système de moissonneuse-batteuse, qu'ils avaient inventé une espèce de shampoing liquide, solide, pardon, que finalement, même le bocage typique de la paysannerie, on va dire jusqu'à la révolution agricole des années 50, c'était hérité des Gaulois. Je l'ai dit la dernière fois, même les routes qu'ont construites ensuite les Romains, euh, elles ont été construites sur des voies gauloises. En fait, ils avaient une vraie civilisation. Et finalement, les Romains, ils les ont peut-être cueillis au moment où ils allaient peut-être s'affirmer en tant que proto-empire, peut-être. En tout cas, on sait que Vercingétorix avait peut-être l'ambition de devenir un roi de tous les Gaulois, et que peut-être les Gaulois à ce moment-là étaient prêts pour ça. Donc ça, c'est la première fadaise que Reinhardt veut faire en sorte de nous faire oublier. Alors, bon, je, pareil, il nous parle des barbares, bon, les invasions barbares. Alors ça, j'en ai parlé aussi souvent, je vous ai fait un podcast sur les Vandales et ça, ce qu'on appelle en fait invasion barbare. On sait maintenant que c'est pas tant des invasions que des migrations, et c'est pas tant des barbares que des peuples qui étaient juste au-delà du limès romain, et qui souvent n'étaient même plus au-delà du limès romain, étaient des fédérés, euh, ce qu'on appelait des fédérés romains, c'est-à-dire les Romains acceptaient qu'ils rentrent dans l'Empire en échange du fait qu'ils défendent la frontière. Alors il y a plein d'exemples. Il y a déjà, en ce qui concerne les, les invasions, et qui sont en fait des migrations, on sait que à l'époque où, par exemple, Attila est arrivé, nous, pendant longtemps, on pensait que c'était une espèce de traînée de poudre parce qu'on l'appelait le fléau de Dieu. Là où Attila passe, l'herbe ne repousse plus. Mais en fait, il y a eu ce qu'on a appelé un empire unique. Et les Huns, en fait, ils ont une longue histoire. Eux, ils sont nés du côté chinois. Pendant longtemps, c'était les Yongnu, et c'était des ennemis héréditaires des Chinois pendant la haute antiquité. À un moment, ils ont eu un empire à cet endroit, mais comme il y avait d'autres tribus stépiques, déjà après ils se sont séparés en plusieurs types de Huns. Il y avait les Huns méridionaux, les Huns septentrionaux, après il y a eu ce qu'on appelait les Huns bleus, les Huns blancs, les Huns eftalites. Bref, il y a une partie des Huns finalement qui a migré. Et, il y a eu en plusieurs étapes. Il y en a certains qui disent qu'ils ont fondé même l'Empire du Couchant, c'est peut-être eux qui l'ont fondé, mais je suis pas sûr de ça. En tout cas, à un moment donné, ils ont exercé une pression sur tous les peuples, justement, qui étaient à l'est du Rhin, et finalement, ils sont arrivés entre le Rhin et le Dniepr, quoi, entre le Rhin et la mer Noire. Et ils n'ont pas laissé le choix aux tribus, pour la plupart germaniques, soit d'intégrer ce fameux empire unique, soit de pousser eux-mêmes vers les frontières romaines et de rentrer euh, à l'intérieur de l'empire. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des migrations. Déjà c'est une migration des Huns, alors avec des invasions bien sûr, et ensuite aussi c'est des migrations de toutes ces tribus germaniques qui étaient là depuis longtemps et qui gravitaient autour de Rome. Alors ça c'est un exemple, on va dire, spécifique à Attila et aux Huns, mais on peut parler des Goths par exemple, les Goths. Pareil, on sait qu'à la base ils viennent plutôt de la Baltique. Euh, ils ont fait une longue migration vers le sud, vers la mer Noire. Ils se sont établis à un moment entre la Roumanie, la Bulgarie, tout ça. Et puis à un moment donné, pareil, il y avait une pression justement avec les Huns, avec d'autres tribus. Ils ont commencé à vouloir rentrer à l'intérieur du Limès. Et finalement, ils ont obtenu de l'empereur à Byzance de pouvoir rentrer à l'intérieur et de devenir des fédérés. Mais ils étaient dans l'armée romaine, mais ils étaient tellement maltraités qu'à un moment il y a eu une grande bataille qui s'appelle la bataille d'Andrinople en 240, où les Goths ont battu les Romains, et certains historiens disent que la fin de l'Empire en fait date de cette fameuse bataille. Mais donc voilà, et les Goths pareil, souvent justement ces tribus stépiques là, qu'elles soient germaniques ou plus à l'est,
elle se différencie souvent en deux tribus. Par exemple, là, il y avait les Visigoths, les Ostrogoths. Je vous ai dit les Huns, il y avait les septentrionaux, les méridionaux, les Hephthalites et les autres. Par exemple, même les Francs, quand ils sont arrivés, là, bien sûr, j'ai oublié le nom de leurs deux tribus, mais ils se divisaient en deux tribus. Les Turcs, il y avait les Turcs bleus, les Turcs blancs. Les Khazars, il y avait les Khazars blancs, les Khazars noirs. Euh, la plupart de ces tribus-là, et souvent, c'était une question, en fait, euh, hiérarchique et de prestige en fait. Il y avait toujours une tribu, un bout de la tribu qui était plus prestigieux que l'autre. Et pour en revenir donc à ces migrations, ces invasions, déjà c'était pas pour la plupart, en tout cas des invasions euh, préméditées. Parfois ça l'a été, comme par exemple les Huns, ça a été une vraie invasion, mais par exemple justement pour les Goths, eux en fait ils ont juste demandé à rentrer. Après il y a eu des batailles, mais et puis après pendant longtemps encore ils ont été les subalternes des Romains. Quand on parle des Vandales par exemple, les Vandales avec les Alains quand ils sont alliés et les Suèves pour eux vraiment rentrer, c'est parce que pareil, il y avait une pression tellement forte cette fois-ci des Goths parce qu'eux ils étaient sur une rivière qui s'appelle la Tsiza, je crois que justement pareil c'est entre la Roumanie et la Bulgarie. Et pareil, eux aussi, ils venaient originellement, je crois, de la Pologne. Il y avait une telle pression qu'en fait, à la fin, ils se sont dit, il n'y a pas le choix. Faut qu'on rentre dans l'Empire. Ils vont pas nous laisser les Romains, donc on va forcer. Donc, je crois que c'était l'hiver 406, ils ont traversé le Rhin et ils ont déferlé. Ils ont déferlé d'abord dans le nord de la France, ensuite sur toute la France, ensuite en Espagne, ensuite jusqu'à Carthage. Ils ont conquis Carthage et à un moment donné, ils ont même mis à sac Rome pour vous dire que ça a été incroyable l'Odyssée des Vandales. Mais par exemple, les Francs. Ceux ensuite qui vont donner Clovis et compagnie. Les Francs, en fait, ils avaient traversé la frontière romaine sans que les Romains s'en aperçoivent, et s'étaient établis dans ce qui est tourné à peu près aujourd'hui, à cheval sur la Belgique et la France, pendant un moment. Et en fait, quand les Romains s'en sont aperçus, bah, ils se sont dit, bon, ils sont là, ça sert à rien de faire la guerre, ils nous demandent la permission de rester, on leur accorde, en échange, ils défendent la frontière. Et en fait, pendant longtemps, les Francs, en fait, ils ont intégré l'Empire sans vraiment causer de problème. C'est pour ça que quand on dit invasion barbare, déjà, qu'est-ce qu'on entend par barbare? Est-ce que c'est la, la définition grecque? C'est-à-dire que, vous savez, barbare, ça vient du fait que tous ceux qui ne parlaient pas grec, pour les Grecs, ils s'exprimaient en disant barbare, barbare, barbare. Donc c'était des barbares. Nous, pour nous, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas civilisé. Pour les Romains, c'était un peu des deux. C'était ceux qui parlaient pas latin, qui n'étaient pas dans l'Empire, qui étaient pas civilisés aussi, mais il n'y avait pas non, forcément cette notion non plus de sauvage, entre guillemets. Et pour cette notion d'invasion, bah non, voilà, dans la plupart des cas, c'était soit une pression d'autres peuples qui les obligeaient à passer, soit parfois pas du tout une invasion, juste une migration. Parfois, par exemple, il y a un autre cas, les Sarmates. Les Sarmates, c'était les cousins des Scythes. Ils étaient vraiment sur la mer Noire. Pendant longtemps aussi, c'était des guerriers renommés. Pour certains, ils étaient, pareil, fédérés avec certaines légions romaines qui étaient sur le Danube. Enfin bref, à un moment donné, bah, il y a des Romains carrément qui ont pris des populations sarmates, qui les ont mis dans l'est de la France, pour être des colons. Ça, par exemple, on l'a jamais appris. Donc là, c'est ni une invasion, ni des barbares. Les Romains ont décidé de, de prendre une population et de la changer d'endroit. Il y a des milliers de kilomètres. Donc c'est pour ça que depuis un moment, on ne parle plus en vérité d'invasion barbare, on dit plus que c'est une migration. Donc là, ça vous donne deux exemples antiques, on va dire. Alors, moi, je suis obligé de vous parler de Charles Martel quand même, hein, puisque en quatrième position, il y a Charles Martel et les Arabes. Alors, on a tous appris à l'école primaire qu'en 732, Charles Martel bouta les Arabes hors de France et mis en sécurité le royaume. Alors déjà, c'est pas vrai, il les a pas boutés hors de France. Qui était Charles Martel? Charles Martel, c'est ce qu'on appelait un maire du palais. Et même si c'est lui qui va fonder en gros la dynastie des Carolingiens, c'est parce qu'en fait les derniers rois mérovingiens n'arrivaient plus trop à maintenir
leur emprise sur le royaume. Et le royaume à l'époque, c'était pas le royaume de France que vous connaissez, enfin, c'était pas la France d'aujourd'hui. En gros, les Mérovingiens, même si Clovis, à l'époque, il avait réussi un peu à conquérir presque tout ce qui était euh, la France hexagonale, c'est-à-dire, enfin, il n'y avait pas la Bretagne, hein, mais il avait pris l'Aquitaine aux Visigoths, par exemple, il avait battu les Burgondes, il avait quand même étalé l'Empire franc, mais ou le royaume franc, mais comme à l'époque il n'y avait pas de primogéniture, à chaque fois qu'un roi mourait, il fallait diviser le royaume. Donc ensuite les fils, enfin les frères, ils se battaient pour essayer à nouveau de refaire un royaume, etc. etc. Donc les premiers mérovingiens étaient plutôt puissants, mais ensuite ils ont délaissé les affaires de l'État à ce qu'on appelait le maire du palais, une espèce de premier ministre. Et Charles Martel en fait les régions qu'il dominait à la fin c'était ce qu'on appelait l'Austrasie, c'est-à-dire le nord de la France et avec la Belgique un peu tournait quoi, les Flandres là, je sais pas. Et la Neustrie. La Neustrie, c'est la région parisienne. Mais le reste, en fait, c'était même plus le royaume de France. Donc, à un moment donné, le duc d'Aquitaine, en 730, là, appelle à la rescousse Charles Martel, parce que c'est devenu le nouvel homme fort des Francs, parce que c'est vrai que, puisque les Arabes avaient conquis l'Espagne et avaient passé les Pyrénées, ils faisaient ce qu'on appelait des razzias. Alors, ils étaient montés jusqu'aux environs de Poitiers. Et le duc d'Aquitaine en avait marre, mais en réalité, il savait aussi qu'appeler Charles Martel à la rescousse, ça pouvait lui coûter cher. Peut-être qu'il allait perdre de toute façon son duché, mais il n'avait pas le choix. Donc, Charles Martel, c'est une occasion en or pour lui de s'affirmer comme l'homme fort de la France, en gros. Donc, il vient, et il y a une bataille. Il me dit, c'est vrai, il y a une bataille aux alentours de Poitiers, et ce qu'on appelle l'émir. Alors, beaucoup de gens, justement, ont dit, ouais, mais l'émir est mort, donc il a vraiment gagné, Charles Martel. L'émir, ça voulait juste dire le commandant de cette armée-là. Et en gros, c'était l'émir qui avait sous sa direction le sud de la France, je crois juste à Barcelone, un truc comme ça. Et c'est vrai, Charles Martel a gagné cette bataille. Mais pour les Arabes, il les a pas boutés hors de France déjà, ils ont juste reculé un peu. Et Charles Martel, en plus, après, il est parti. Et il restait encore Carcassonne, Narbonne, Toulouse, tout ça était aux mains des Arabes. Même à la Provence, au point même qu'après, il y a eu une revanche arabe, il y a eu presque une reconquête, où ils sont montés jusqu'à Lyon. Par exemple, personne ne savait qu'à un moment donné, les Arabes ont rasé Lyon. Enfin, rasé, ont pillé Lyon. Ils sont arrivés et il n'y a personne qui les a fait partir. C'est juste qu'en en fait, ça a été une traînée de poudre. Ils ont pris en gros la moitié de la France. Je crois qu'ils sont même arrivés en Savoie, à la limite de la Suisse, et ils sont redescendus. Donc déjà, c'est incroyable, personne ne le savait. C'est vrai qu'ensuite, il y a eu d'autres batailles, par exemple, notamment Toulouse, à un moment, ils l'ont perdu, mais ils ont gardé Narbonne et Carcassonne pendant longtemps, et même après, il y a eu tout ce qu'on appelle la Septimanie. La Septimanie, c'est le Languedoc. C'est resté arabe pendant longtemps. Et par exemple, ce que j'ai appris aussi, c'est que, vous savez, le département de l'Ain, le premier département, le 01, pourquoi ça s'appelle l'Ain? Parce que c'est euh, la, la transcription parfaite d'un mot arabe qui veut dire le fleuve, la rivière, donc l'un, on dit Ain, A-I-N avec le tréma, c'est pour ça que c'est un itema, un itréma, pardon. Et donc il y avait des colons, là pour le coup, parce que on a souvent dit aussi que la, la- la conquête arabe s'est arrêtée au sud de la France parce que c'est un problème climatique et qu'en gros la plupart des Arabes ça les intéressait pas d'aller plus loin. Déjà ils étaient épuisés en vrai, c'est vrai aussi, ils avaient conquis de l'Asie centrale. Enfin, l'Empire à ce moment-là, il allait de euh, la frontière chinoise aux Pyrénées, donc c'était quand même beaucoup, et c'était un climat auquel ils n'étaient pas habitués. Il y avait peu en fait de candidats à l'établissement. Mais dans l'Ain, en tout cas, il y a eu quelques colons, quelques familles et quelques soldats qui sont restés un moment. Et pourquoi en fait ils ont été expulsés de l'Ain? C'est parce qu'au même moment, en Kabylie, à l'époque les Kabyles étaient encore chrétiens, il y a eu une révolte contre justement l'islam. Ils voulaient pas, parce qu'en fait les Berbères d'Afrique du Nord, que ce soit les Kabyles, les Rifs, hein, peu de gens le savent, mais ils ont accepté. Ça n'a pas été une conquête en réalité. Ça n'a pas été une conquête. C'est-à-dire que quand les Arabes sont venus, ils leur ont proposé l'islam. L'islam, ça leur est convenu, parce que traditionnellement, justement, c'était des peuples qui étaient en recherche un peu mystique. Ils avaient beaucoup de tribus étaient juives,
Par exemple, à l'époque des Vandales, là, quand ils sont venus en, en Afrique du Nord, ils ont créé des alliances avec des tribus berbères qui étaient déjà devenues juives. Beaucoup de tribus ensuite sont devenues chrétiennes. Après, il y avait encore des tribus païennes, mais ils cherchaient une religion en fait, une religion qui allait avec leur esprit. Et en fait, l'islam, ça leur convenait. Mais les Arabes, ça leur convenait pas. Donc il y a eu plein de batailles berbéro-arabes qui se sont battus plein de fois. Et je crois que c'est Ibn Khaldoun, le fameux historien arabe, qui a dit que les Berbères sont rentrés et sortis de l'islam 14 fois. Parce qu'ils estimaient que les Arabes, justement, ne tenaient pas leur parole de justice. Ils disaient, rentrez dans l'islam, vous verrez, c'est une religion juste, il n'y a pas de différence entre vous et nous, du moment que vous êtes musulmans, on ne va pas vous oppresser, on ne sera pas injuste envers vous, parce que dans l'islam, il n'y a pas de nation, la seule nation c'est l'islam. Donc eux, ils y ont cru. Mais à chaque fois, en fait, les Arabes, ils appliquaient pas ça, donc ils sortaient de l'islam, ils se rebellaient. Et donc cette rébellion kabyle, au moment où il y avait des colons arabes dans ce qui est aujourd'hui le département de l'Ain, a fait en sorte que les troupes qui étaient stationnées là ont dû repartir en Kabylie pour mater cette révolte. Et donc ça a permis aux Francs de l'époque de faire dégager les Arabes de cette région. Donc finalement, ce qui est resté en France sous domination arabe, ça a été ce qu'on a appelé la Septimanie et le sud-ouest, en gros, jusqu'à Carcassonne. Il y a même eu un émirat de Carcassonne. Par exemple, Ramatuelle, le village de Ramatuelle. En fait, pendant longtemps, je ne comprenais pas c'était quoi ce mot Ramatuelle, ça vient d'où, ça veut dire quoi. Ça vient du fait que c'était un village arabe qui s'appelait Rahmatullah, qui veut dire la miséricorde divine. Et en fait, en français, la transcription, c'est devenu de euh, Rahmatullah, c'est devenu Ramatuel. Il y avait ce qu'on appelait le sultanat de Saint-Tropez. Il y a même eu un sultanat de Naples. Et selon un historien qui a écrit Les Croisades franques, euh, il estime même que tout le Xe siècle, la Provence était inaccessible aux, aux Francs, parce que même si parfois ils avaient pu pied sur la- les terres provençales, en fait il y avait tellement de piraterie arabe et tellement de razzias que c'était compliqué de maintenir un pouvoir franc. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce fameux épisode et cette fameuse phrase de Charles Martel, Bouta les Arabes hors de France, elle est fausse. Et d'ailleurs, dans les chroniques, que ce soit les chroniques franques ou les chroniques arabes, cette bataille n'a pas du tout été inscrite comme un fait de guerre majeur, que ce soit en tant que victoire pour les uns ou en tant que défaite pour les autres. Charles Martel, il a été exhumé à l'époque de Napoléon III, à l'époque justement où on faisait le roman national français, et pour les Arabes, de toute façon, c'était pas important. C'était une razzia qui avait mal tourné, ça faisait partie de leur culture. Le fait que, entre guillemets, l'émir, c'est-à-dire le commandant des troupes, là, avait été tué, pareil, ça arrivait, c'était la guerre. Ils sont repliés sur leur possession du sud-ouest, là, comme je vous dis, Narbonne, Carcassonne. Et je vous dis ensuite, après, il y a même eu des- une autre vendetta, en gros, ils sont partis jusqu'à Lyon. Donc voilà, moi par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur ça, sur cet épisode. Je savais déjà que c'était un peu faux cette histoire de bataille fatidique de Poitiers, mais tous ces détails-là, je les connaissais pas. Donc ça remet quand même en perspective je veux dire, les deux visions, que ce soit la vision entre guillemets franque ou la vision arabe, parce que c'est tellement intrigué, là, il y a eu tellement d'épisodes différents que c'est incroyable. Ou par exemple, un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, là, il y a eu une découverte archéologique à Nîmes, où on a découvert les plus anciennes tombes musulmanes, et ils les ont datées de 711. Et moi ça me paraissait bizarre, parce qu'apparemment, 711 c'était le moment où Tariq, là, celui qui a donné son nom à Gibraltar, parce que Gibraltar, en fait, c'est la transcription de Jbel Tariq, c'est-à-dire la montagne de Tariq. Et c'était le commandant en chef des armées arabes quand ils ont fait la conquête de l'Espagne. Bah, il y en a qui disent que c'est 700, bon, il y en a qui disent que c'est 709. On va dire même si c'est 709, ça faisait que 2 ans après le moment où ils aient posé le pied en Espagne, donc c'est plus qu'une traînée de poudre. Donc voilà, c'est pour ça par exemple que euh,
Vous savez, quand on parle de l'Occitanie, par exemple, souvent quand on voit des reportages, on voit les gens qui sont attachés à cette région, à l'héritage occitan, au fait que justement il y a eu les Italiens qui sont passés par là, il y a eu... Mais ils disent jamais que dans l'héritage occitan, il y a l'héritage arabe. Par exemple, il y a pareil, une archéologue, une historienne là, qui a écrit un bouquin fabuleux là, sur la gastronomie française en fait, et sur l'héritage gastronomique en fait, d'où ça vient. Et par exemple, elle a dit que le cassoulet, alors là qui est vraiment le plat traditionnel du sud-ouest, eh ben, vient en arabe les haricots blancs. Là. Alors maintenant c'est avec de la tomate parce que depuis la découverte du Nouveau Monde, on a j'ai de la tomate. Pendant longtemps, les haricots blancs, ce plat là qui était fait avec de l'agneau, ça s'appelait loubia. Et elle a réussi à prouver que le cassoulet est directement inspiré de loubia au moment où les Arabes étaient présents dans le sud-ouest. Donc c'est marrant justement de voir que c'est ce que je disais hier en parlant de ce fameux bouquin de merde là, Rome, l'Empire infini, où il mettait qu'une vision occidentale. Ça veut rien dire, c'est jamais un seul peuple qui crée une civilisation, qui crée une histoire. C'est une intrication en plus là de plusieurs millénaires. En plus, la France a toujours été un carrefour de 1000 peuples différents. Tout à l'heure, je vous parlais des Sarmates, des Huns, des Romains, des Celtes, il y a des Ibères, des Ligures, des Arabes. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça le ferment des nations d'aujourd'hui. Et c'est bien justement des livres comme celui-ci qui ouvrent l'esprit. N'en déplaise à certains partis aujourd'hui là, qui aimeraient bien arriver au pouvoir et qui nous racontent que la France, 2000 ans de christianisme et de mecs aux yeux bleus et de blonds et d'ariens justement dans le mauvais sens du terme, eh ben ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et petite pastille amusante, le, le numéro un de ce fameux parti là. Et c'est un Kabyle, son père c'était un Kabyle. Donc ça m'a toujours fait rigoler ça. Hein, un Kabyle, chef du parti extrémiste. Normalement il devrait le dégager. Hein. Bref, c'était une parenthèse. Donc, après, le partage de l'Empire carolingien. Alors, comme vous le savez, en 813, il y a eu ce qu'on appelle le traité de Verdun. Justement, c'était entre les héritiers de Charlemagne. Alors, il y a eu la Lotharingie, il y a eu ce qui allait devenir le royaume de France, et un peu plus à l'est, l'Allemagne. En fait, c'est sur les décombres de ce traité que Charlemagne ensuite a pu créer le Saint-Empire germain. Pareil, quand il nous parle de Charlemagne, alors c'est la dynastie d'après, les Mérovingiens, c'est les Capétiens. Charlemagne, déjà, lui, il s'est jamais appelé Charlemagne. On apprend à l'école Charlemagne, roi de France. Charlemagne n'était pas roi de France. Charlemagne, pareil, Aix-la-Chapelle, ça n'existe pas. C'était en Allemagne, c'est un nom allemand dont je me souviens jamais. Mais Charlemagne s'appelait Karl. Karl Magnus. Karl le Grand. Et il parlait allemand et latin. Enfin, un proto-allemand et latin, c'était un germain. Et son empire allait justement de la France aux frontières polonaises et englobait l'Italie. C'était le Saint-Empire germain. Et lui, il s'est jamais considéré comme français. C'est juste parce que, en héritage, justement, il avait une partie de la France et que de toute façon, après, il a conquis tout parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de primogéniture. Donc, de toute façon, il a dû reconquérir les trucs de ses frères et bon, il a gagné. Après, lui, il a marqué, bien sûr, l'histoire de France, l'histoire d'Italie, l'histoire d'Allemagne. Mais c'était pas un roi français, Charlemagne. C'était pas un roi français. C'est pour ça, hier aussi, je disais que euh, la France, elle doit autant aux Arabes et aux Germains qu'aux Grecs et aux Romains. Parce que pendant longtemps, ceux qui ont dirigé la France, c'était des Germains. Donc là, pareil, se rendre compte que Charlemagne n'était pas français, je pense qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui, si on leur disait, ils vont dire, mais tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Eh non, Charlemagne n'était pas français. Il s'appelait Karl, et non pas Charles. Donc déjà là, on est que dans le premier chapitre. Enfin, la première partie. Donc ensuite, il y a les croisades, il y a l'église au Moyen-Âge, il y a la guerre de 100 ans, il y a Jeanne d'Arc. Ah pareil, Jeanne d'Arc, il a été prouvé il y a quelques années, je pense d'ailleurs qu'il s'appuie sur ça. Il y a eu un collège d'historiens, alors,
juste pour spécifier, hein, quand on dit collège, ça, je suis sûr que la plupart d'entre vous le savent, mais on apprend toujours. Euh, Quand on dit un collège d'historiens, ça veut dire une assemblée d'historiens. Ça veut pas dire un collège dans le sens institution où on va à l'école. Un collège d'historiens, ça veut dire une assemblée d'historiens, un groupe d'historiens. En fait, ça fait quand même au moins 5 6 ans. Je me rappelle, ça avait fait du bruit. Enfin, même plus que 5 6 ans, parce qu'à l'époque où je l'ai lu, ouais, c'est vrai que moi, je me rends jamais compte à quel point le temps file. Mais en tout cas, il s'était rendu compte que Jeanne d'Arc, en fait, ça avait été une opération marketing mise au point par. Vous savez, à l'époque, il y avait justement, c'était la guerre de Cent Ans, il y avait les Bourguignons, les ducs de Bourgogne qui essayaient de prendre le pouvoir. Et il y avait une des mères d'un des ducs de Bourgogne de l'époque, là, enfin la mère d'un des ducs de Bourgogne qui était en plus candidat à la couronne, qui s'est dit que ça pouvait peut-être faire pencher dans la balance pour son fils, le fait qu'il devienne roi, de mettre au point cette histoire, de ramener une vierge qui entend des voix, etc. Donc, bon, lui, il parle un peu de ça, puis il parle surtout aussi des rapports qu'avait réellement Jeanne d'Arc avec justement la royauté française, et ensuite avec aussi la chevalerie française, avec le fait aussi que il y en a plein qui pensent que c'était une pauvrette. Mais en réalité, par rapport à l'époque, elle n'était pas pauvre parce qu'on dit qu'elle avait un cheval, que ses parents étaient propriétaires. Donc pour l'époque, euh, ça ne veut pas dire que c'était des bourgeois, mais c'était pas des pauvres non plus. Elle faisait partie d'une famille qui était assez établie dans sa région d'origine et elle aurait pu avoir une vie agréable. Après, la plupart se mettent d'accord pour dire que elle a vraiment cru à son truc, quoi. C'est ça aussi qui est bizarre. Si c'est une opération marketing, comment elle y a cru, je sais pas. Peut-être qu'à l'époque aussi c'était plus simple de croire à tout ça. En tout cas, le chapitre sur Jeanne d'Arc, il est fascinant parce que ça va vraiment jusqu'au procès. Et je sais pas si vous vous êtes intéressé à l'histoire de Jeanne d'Arc, mais encore là, il y a quelques temps, il y a encore une immense biographie sur Jeanne d'Arc qui est sortie, et un documentaire aussi sur Arte, je crois, qui remettait en cause encore plein d'autres poncifs de l'histoire de Jeanne d'Arc. Et par exemple, juste sur son intelligence, quand elle se défend au procès à la fin, et ça, lui aussi, il en parle. Je veux dire, elle a une connaissance, parce qu'il l'attaque sur le dogme, sur la religion. C'est leur seul angle pour la, la tuer, en fait, pour l'éliminer, c'est ça. Parce que même à un moment, elle avoue qu'elle se trompe, qu'elle n'a pas entendu des voix, puis finalement, elle revient parce que elle veut pas justement mourir en parjure, et elle veut être fidèle à ce en quoi elle croit, mais les réponses qu'elle donne à Cochon, justement, le juge, là, Cochon, qui est devenu célèbre, qui, a- qui, a- qui était donc le magistrat de ce procès, euh, il y a plein d'historiens qui ont été étonnés quand même par sa connaissance dogmatique, théologique de, du catholicisme de l'époque, ce qui fait quand même que en très peu de temps, alors il y en a qui disent justement, elle a été coachée, et il y en a qui disent, bah non justement, même si elle n'a pas entendu des voix, en tout cas, elle avait une réelle connaissance de sa religion. Donc c'est passionnant ça aussi. C'est, c'est- En tout cas, c'est intéressant. Pareil, moi quand j'étais plus jeune, c'était une histoire dont je me foutais, Jeanne d'Arc. Mais plus je creuse, plus je trouve ça intéressant. Il y a donc après, comme je vous disais, la guerre de Cent Ans, il y a Louis XI. Alors vous savez que Louis XI, il est considéré comme un des rois qui a vraiment fondé la France, justement en opposition au duc de Bourgogne, avec Charles le Téméraire, etc. Et qu'il était considéré comme un roi machiavélique, qui, a, qui était euh, peut-être pas physiquement éblouissant, etc., mais qui euh, a réussi à mettre au point des systèmes d'alliance, a réussi à diviser pour mieux régner, a réussi à voir à long terme et à constituer quand même le noyau de ce qu'allait devenir, pas la France moderne, mais ce qu'allait permettre au royaume de France de s'étendre et euh, d'avoir encore une longue dynastie de Louis. Donc passons ensuite à la deuxième partie de la France monarchique. Alors ça commence à la Renaissance, il y a les grandes découvertes, il y a le temps des grands rois, les guerres religieuses,
Il y a Louis XIV, le roi Soleil, etc. Il y a le Code Noir, l'Ancien Régime. Alors je vous avoue que ça, à l'époque, j'étais persuadé que c'était des chapitres qui allaient un peu me gaver, parce que la Pompadour, ou Louis XIV, ou Henri III et l'homosexualité de son temps, je vous avoue que ça m'intéressait pas. Mais pareil, il arrive, euh, par les recherches qu'il a fait, déjà à dépoussiérer tous ces mythes, et à faire en sorte que ce soit réellement intéressant. Moi, il n'y a aucun chapitre qui m'a ennuyé dans ce livre. Et franchement, c'est une gageure, parce que c'est rare de s'intéresser à toute l'histoire d'un pays sur 2000 ans. Et pareil, alors après, quand il arrive à la Révolution, quand il parle justement de comment ça s'est passé, du début, du fait qu'au début ils voulaient pas tuer le roi, que finalement après ils l'ont exécuté, qu'il y a eu la terreur, que pareil, c'était l'époque où on commençait vraiment à dire que, même si on le savait depuis longtemps, hein, que la révolution n'a pas été faite par le peuple mais par les bourgeois, que parmi tous ceux qui ont été guillotinés, à part après à la fin les leaders des mouvements euh, dont il fallait bien se débarrasser, comme Robespierre par exemple, qui était initiateur de la terreur, euh, bah en fait si on fait le décompte des archives, si on s'intéresse vraiment à ceux qui ont été guillotinés, la plupart c'est des pauvres. Il n'y a aucun bourgeois, il n'y a aucun, même noble quasiment. Bien sûr, il y en a eu, mais en réalité, c'est pour ça qu'en fait les familles aristocratiques ont perduré malgré tout. Alors bien sûr, après, il y a eu le consulat, l'empire, la région, tout ce qu'on veut. Il y a un nouveau, donc ça leur a permis de récupérer des terres qu'ils avaient perdues, des titres. Mais si la révolution avait réellement fonctionné au moment de la terreur, etc., bah, la plupart des familles aristocratiques auraient eu la tête coupée. Et bon, on sait qu'il y en a plein qui sont partis en Angleterre. Bon, mais quand même, il met le point sur ça aussi, sur le réel fonctionnement et la réelle discorde aussi des révolutionnaires. Parce qu'en fait, pourquoi ça a mis 200 ans, la République, à vraiment advenir? Pourquoi il y a eu 5 républiques, ou en tout cas 3? Il y a eu donc la Révolution, ensuite le consulat, enfin la terreur, ensuite le consulat, ensuite l'Empire, ensuite la Restauration, ensuite à nouveau une révolution, ensuite le Nouvel Empire, ensuite, enfin, moi, je me rappelle à l'époque quand j'étais petit, je me disais, mais c'est quoi ça? Pendant un siècle, c'est impossible de suivre ce qui s'est passé, quoi, c'est trop. Et là, c'est vrai que entre, il commence par la Renaissance et les grandes découvertes. Bon, ça, je vous avoue que je maîtrisais un peu le sujet, entre guillemets, j'ai pas appris beaucoup, mais on va dire, euh, à l'époque, dès l'époque des guerres de religion, quoi, jusqu'à la Pompadour, bah, je vous avoue que moi, j'avais beaucoup de lacunes, parce que pour être sincère, à l'époque, ça m'intéressait vraiment pas. Et c'est vrai que ce livre, ça m'a vraiment fait me réintéresser à l'histoire de France. Puis de toute façon, après, c'était dans le mouvement. Il y a eu, par exemple, le truc de Boucheron, là, l'histoire de France vue d'ailleurs, là où je sais plus comment il s'appelle. Ah, attendez, je regarde dans la bibliothèque. C'est honteux, hein, j'ai plus de mémoire. En même temps, il doit être 2 heures du mat. Oh, l'histoire de France. Histoire mondiale de la France, apparemment. Parce que vous savez que maintenant, il y a ce qu'on appelle l'histoire globale, justement, enfin, en tout cas, par moi, ma génération et toutes celles d'avant, on apprenait l'histoire nationale. On, on apprenait l'histoire par rapport à l'angle du pays dans lequel on vivait. Et depuis une vingtaine d'années, il y a ce qu'on appelle l'histoire globale. On essaye de mettre au même niveau l'histoire de tous les pays du monde parce que l'histoire de l'humanité, elle s'est faite globalement, justement. Et déjà, ce bouquin là, Histoire de France et les Gaulois et autres fadaises là, bah c'est un premier pas vers ça. C'est pour ça qu'après il a écrit l'histoire du monde, l'histoire euh, l'Orient, l'histoire de la Russie, etc. Parce qu'il voulait montrer que c'était le même mouvement justement, qu'il se passait des choses. C'est comme justement Boucheron, il avait écrit un livre aussi, puis c'est devenu une émission de radio, une émission de télé, quand l'histoire fait date. Il donnait une date, par exemple, d'histoire de France, puis il disait au même moment qu'est-ce qui s'est passé en Chine, en Amérique, en Afrique, etc. Et justement, ça remettait à chaque fois à sa place, justement, cet événement, et en perspective. Parce que il se passe pas une seule chose à un seul moment. Il se passe plein de choses.
au même moment et plein de choses à des moments différents. Et moi-même, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais pourquoi on n'apprend pas l'histoire du monde à l'école? Pourquoi on commence pas par étape par étape je veux dire, quand on apprend l'Empire romain, on n'apprend pas qu'au même moment il y a l'Empire chinois qui se crée. On n'apprend pas les empires précédents, on passe vite fait sur les Égyptiens, et c'est quand même 3000 ans d'histoire. C'est plus que depuis la mort du Christ. Et on n'apprend pas l'histoire de l'Égypte. On apprend vite fait la mythologie, deux ou trois noms célèbres de pharaons, et puis c'est fini. On n'apprend pas Sumer, on n'apprend pas l'Empire perse, n'en parlons pas. Ça va très vite. Par contre, on reste des années sur la Révolution, sur la Première Guerre mondiale, sur l'absolutisme. Moi, ça me faisait chier à l'école, ça. Putain, j'en pouvais plus. Et je vous parle même pas de la Révolution, j'ai toujours détesté. Il n'y a que récemment où ça commence à me passionner, parce que justement, avec l'âge, on se rend compte des enjeux, et lire des livres, c'est pas comme les programmes scolaires. Mais je veux dire, cette manière d'apprendre l'histoire, et c'est dans tous les pays du monde, hein, c'est pas pour que la France, là. Mais c'est horrible de passer des années, des années, des années sur les mêmes choses. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution, l'absolutisme. C'est bon, j'en pouvais plus. De la fin du collège jusqu'à la fin du lycée, il y a 4 thèmes, quoi. Enfin bref, ça c'est une aparté. Pareil, il nous parle après de la colonisation, de la Première Guerre mondiale, de de l'affaire Dreyfus. Franchement, pour un coup d'essai, c'était un coup de maître, ce livre. Parce que il fait 600 pages à peu près, et ça part des Gaulois à la fin de la guerre, et après, parce que le dernier chapitre c'est de 1945 à nos jours. Alors bien sûr, il y a certains chapitres qui sont plus étoffés que d'autres, mais pour un journaliste qui n'a pas une formation d'historien, parce que c'est ça aussi. Et puis pareil, il y a des cartes. Pour chaque chapitre, il y a des cartes. Moi, justement, je fais toujours le reproche à certains historiens d'écrire des livres en croyant qu'on est tous historiens. Parfois, ils nous parlent de régions du monde, et surtout à certaines périodes de l'histoire, où on n'a aucune idée d'où ça se passe. Et il n'y a pas de carte. On doit imaginer dans notre tête où c'est à peu près. Là, lui, c'est vraiment pédagogique. Il y a euh, des cartes sur l'expansion, justement, des Huns, l'expansion de l'islam. Là, je feuillette, hein, je regarde vite fait. La carte d'après, c'est le partage de l'Empire carolingien. La carte d'après, euh, c'est l'Europe au tournant du XIIIe siècle. Pareil, par exemple, sur ce fameux XIIIe siècle, moi, après, j'ai lu plein de livres sur ça, mais c'est le premier qui m'a fait comprendre que. Parce que, justement, pour la plupart d'entre nous, quand on apprend le Moyen-Âge à l'époque, on a l'impression que c'est vraiment 1000 ans de Dark Ages et il se passe rien. Et en fait, le XIIIe siècle, en France en particulier, mais en Europe en général, il y a eu une espèce de presque de pré-Renaissance. Ça a été un siècle déterminant. Ah, pour plein de raisons, hein, politiquement, culturellement, mais il explique que, à la différence du siècle juste d'avant et du siècle juste après, il y a eu un essor économique, un essor culturel, des nouvelles façons de faire de la politique, et ça pareil. Pour moi, le XIIIe siècle, je voyais même pas à quoi ça faisait référence dans l'histoire de France. Si on vous dit 1200 et quelques, maintenant, ouais, j'en suis capable parce que j'ai mangé du livre depuis 20 ans. Mais au moment où je les lisais, je me suis dit, ah oui. Ou par exemple, parce que là, ça- quand j'ouvre le livre à cette page, ça me rappelle aussi, pareil, il expliquait que par rapport au pogrom qu'il y a eu à la Shoah, etc., et il expliquait qu'on a oublié, par exemple, que euh, la répression des juifs, ça n'a pas commencé par exemple avec les pogroms d'Europe de l'Est, où ça s'est pas arrêté avec la destruction du temple et la première diaspora. C'est qu'en Europe, même occidentale, et ça d'ailleurs on en parle très rarement, quasiment tous les siècles, justement au XIIIe, là, la France et l'Angleterre par exemple, ont signé des édits où on devait expulser les juifs. Et ça par exemple on l'apprend jamais.
c'est un truc de fou parce que on nous apprend que il y a des moments où on leur a interdit d'exercer certains métiers. C'est pour ça qu'après, à l'époque, elle avait avec la vision chrétienne euh, qu'on avait de l'argent c'était sale, alors on leur disait qu'il fallait qu'ils s'occupent de l'argent, mais qu'après en fait on leur a reproché d'être des banquiers, de faire de l'usure, pareil parce que l'usure elle était interdite dans le christianisme, donc finalement c'était les juifs qui prêtaient à des taux euh, usuraires, mais finalement on leur reprochait. Ils donnent des exemples dans le sud de la France là où il y a encore des traces archéologiques des quartiers juifs dans certaines villes, et qu'en fait on les a expulsés à maintes reprises, et qui trouvaient refuge où? Alors justement aujourd'hui il est peut-être bon de le rappeler, ils trouvaient refuge dans le monde musulman. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que pendant 1000 ans, euh, les juifs ont vécu totalement protégés euh, dans le monde musulman. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait réfléchir vraiment, et il faut peut-être le rappeler, plutôt qu'essayer de diviser. Et pareil, c'était une autre petite aparté. Mais voilà, par exemple, des petites infos comme ça, c'est rarement dit. Et là, vous voyez, je m'en suis rappelé juste en feuilletant et en ouvrant le- le livre à cette partie. Après, il y a toute une carte sur les croisades. Et on voit en plus comment était divisé le monde à cette époque. Que ce soit en Europe de l'Ouest, parce que nous, en France, on a surtout appris ça, mais par exemple, on voit aussi les principautés russes, on voit les différents sultanats, on voit ce qui reste de l'Empire byzantin, on voit les tracés des croisades. Alors je vais pas vous parler encore des croisades, je vous avais fait tout un podcast sur les croisades vues par les Arabes. Tout ça pour vous dire, parce que je pense que ça fait un moment que je parle quand même. Hein, je vais vérifier là. Ouah, 1h06, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un podcast. Tout ça pour vous dire en tout cas que ce livre, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, est un vrai livre de bonne vulgarisation historique, et que si vous le lisez et que ça vous plaît, vous pouvez lire tous les autres qu'il a fait après. L'Orient mystérieux, autre fadaise, la grande histoire de la Russie, euh, l'histoire des nouveaux mondes. Attendez, je regarde la liste sur la page de garde. Oui, il y avait l'Orient mystérieux, autre fadaise, la grande histoire du monde, Historama, quand l'histoire explique l'actualité, Voyage en Europe de Charlemagne à nos jours, la grande histoire des nouveaux mondes, et la grande histoire de la Russie. Moi, je me suis arrêté à la grande histoire des nouveaux mondes. J'ai pas lu la grande histoire de la Russie, de son empire, de ses ennemis, et la tragique et fascinante histoire d'une terre promise. Donc, on revient de ce dont on parlait il y a 5 minutes. Et franchement, c'est fluide, c'est intéressant, c'est quand même, j'allais dire complet. Bien sûr, ça peut pas être complet quand ça brasse, mais c'est quand même complet par rapport à la grosseur du livre. Et c'est vraiment un pied à l'étrier, c'est vraiment un bonbon qu'on vous donne, et un goût qu'on vous donne pour l'histoire. Parce que c'est pas rébarbatif, euh, c'est même amusant parfois, et c'est fascinant. Et l'angle qu'il a trouvé à chaque fois pour tous ces bouquins d'histoire, eh ben, je trouve que ça rend service à plein de gens. Parce que des fois, moi, quand je parle d'histoire, parce que bon, mon podcast s'appelle Mangeur de livres, j'essaye de parler de livres euh, tout genre différents. Je veux dire que ce soit de la littérature, de l'histoire, des essais, des enquêtes journalistiques, parfois de la science un peu dure, même si c'est un peu moins je veux dire ma spécialité. Ça m'empêche pas d'en lire, hein, de la vulgarisation scientifique, c'est bien aussi. Mais quand je parle souvent à, j'allais dire, d'autres collègues mangeurs de livres, je me rends compte qu'il y a des barrières. Souvent, les gens lisent beaucoup la même chose. Alors, je sais pas moi, soit de la science-fiction, soit de la romance, soit justement que des livres historiques, soit que des enquêtes journalistiques. Et quand on parle d'histoire, alors souvent ils ont une période préférée pour ceux qui en lisent, et ils sont incollables sur, par exemple, la Révolution française, Napoléon, j'en sais rien, mais tout le reste, c'est un peu flou. Et donc ce type d'ouvrage, c'est ça qui est intéressant avec, c'est que déjà ça vous ouvre à toute l'histoire mondiale, l'histoire globale et de toutes les époques, comme je vous disais tout à l'heure. Moi-même, justement, par rapport à l'histoire de France, moi je m'étais super éloigné de l'histoire de France. Je m'étais intéressé à l'histoire du monde entier, mais la France, c'était les souvenirs d'école, ça me cassait vraiment les pieds. À part, je vous dis, jusqu'aux barbares, quoi. C'est pas parce que moi, tous les vieux peuples, j'aime bien. Mais à partir justement des Capétiens, là, je m'en foutais. Mais en fait, ce bouquin, ça m'a fait revenir justement
l'histoire. Après, j'ai lu plein de bouquins sur le Moyen-Âge, j'ai lu les Duby, j'ai lu les Le Goff, j'ai lu les Aurel, justement, parce qu'avant, j'avais pas lu tout ça. Et donc, il m'a donné goût à ça. Et c'est pour ça que parfois, j'essaie de vous parler de livres parce que pour moi, la vulgarisation, c'est pas un mauvais mot, je veux dire, c'est pas quelque chose de honteux, au contraire. Dans le dernier podcast, je me suis énervé sur. J'ai appelé ça de la vulgarisation vulgaire, parce que justement, ça allait trop loin, ça prenait le lecteur pour un con. Mais là, c'est pas le cas. C'est presque de la vulgarisation érudite. Parce qu'il passe, il est presque à la limite justement du prof d'histoire, enfin de l'historien. Et justement, c'est une porte ouverte ensuite. Après, s'il y a des thèmes dedans qui vous ont plu, et en plus il y a une bibliographie, libre à vous de ouais, vous perdre dans les méandres de l'histoire et parmi les centaines de livres qui sont à votre disposition. Et en plus, ça tombe bien parce que depuis une dizaine d'années, là, ou même une quinzaine d'années, il y a un renouveau de livres d'histoire qui paraissent, un renouveau de collections euh, plus sublimes les unes que les autres, plus complètes les unes que les autres. Moi, je vous parle souvent de mondes anciens, mais que ce soit Perrin, Talandier, Belin, là, ils font un travail fantastique. Fayard, c'est une vraie bonne époque pour lire de l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce livre. Et je vous ai pris 1h10 de votre temps à 2h du matin. Franchement, je suis fier de moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, Ne croyez pas que j'ai des partis pris historiques, comme parfois j'appuie plus sur un pan de l'histoire que l'autre. C'est juste que parfois j'ai plus de souvenirs ou plus de connaissances euh, pour certains justement moments de l'histoire ou certaines peuplades. En tout cas, j'ai vu récemment que j'avais eu quelques commentaires sur des podcasts historiques justement. Et ça m'a donné envie d'en faire un peu plus. Et malgré le fait que j'espère que j'arriverai à vous faire écouter des podcasts de tout type de livres, justement, parce que manger des livres, c'est aussi avoir une alimentation variée et équilibrée, c'est important. Et voilà, je vais pas vous casser la tête plus longtemps, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Livre-vor, historiovore. À bientôt.